À 7 heures du matin, le réveil a sonné, comme d'habitude. J'ai ouvert les yeux et j'ai fixé le plafond pendant quelques secondes, pour rassembler mes esprits. La peinture blanche du plafond de ma chambre était déjà fissurée dans les coins. Je devrais la retoucher, mais à quoi bon? Je suis Madeleine Arlot, 72 ans, et je vis dans la maison de ma fille, là où personne ne me voit. Ma chambre est située tout au fond du rez-de-chaussée, un ancien bureau converti en chambre lorsque j'ai emménagé ici il y a 5 ans. Ce n'est que temporaire, maman, le temps que tu te remettes sur pied après ton opération, avait dit Evelyne à l'époque. Le temporaire s'est étiré sur des années. Mon mari Thomas est mort il y a 8 ans, et après sa mort, je suis restée seule dans une grande maison qui me semblait vide et étrangère. Lorsque les médecins ont découvert que j'avais des problèmes cardiaques et que je devais être opérée, Evelyne a insisté pour que je vienne. C'est dangereux de vivre seule à ton âge, a-t-elle dit avec ce ton si particulier que les gens emploient pour parler aux enfants ou aux personnes qui ont perdu la tête. J'étais trop fatiguée pour discuter. J'ai vendu la maison, la plupart des meubles, et j'ai déménagé à Lyon, où ma fille unique vivait avec sa famille dans une maison à 2 étages sur la colline de la Croix-Rousse. Me levant lentement du lit, j'ai enfilé un vieux peignoir bien chaud. La maison est toujours fraîche. Gérald, mon gendre, est obsédé par les économies de chauffage. La planète surchauffe, Madeleine. Nous faisons notre part pour sauver l'environnement, aime-t-il dire, même si je soupçonne que c'est davantage une question de facture d'électricité. Silencieusement, pour ne réveiller personne, je suis allée à la cuisine. Ma routine matinale est la même chaque jour. D'abord, je mets le café en route, puis je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Evelyne et Gérald ne vont pas tarder à descendre. Ils travaillent tous les deux dans la même compagnie d'assurance. Evelyne est cadre intermédiaire. Gérald est analyste. Chloé, leur fille aînée de 14 ans, apparaîtra à la dernière minute, engloutira une tartine et se précipitera pour attraper le bus scolaire. Léo, le plus jeune, a 8 ans et il faut le réveiller. J'ai préparé des œufs, du pain et des fruits. Gérald aime les omelettes au fromage. Evelyne aime les toasts à l'avocat. Chloé mangera n'importe quoi, mais rapidement. Et Léo refusera tout sauf des céréales avec du lait. Avant, j'étais infirmière à l'hôpital, mais maintenant, mes patients sont la famille de ma fille. Seulement, ils ne le savent pas. Bonjour, maman. Evelyne est descendue la première, déjà entièrement habillée et maquillée, son téléphone à la main. Ne mets pas d'avocat sur mon toast. Je suis un nouveau régime. Mais tu aimes toujours ça, j'ai dit que je suis un nouveau régime. Fais-moi juste une tartine avec du beurre. Elle ne m'a même pas regardée, continuant de faire défiler son écran. J'ai silencieusement rangé l'avocat coupé. Personne ici ne se soucie de mon avis. Le café est prêt? A demandé Gérald en entrant dans la cuisine. Il portait une chemise et une cravate, mais sans veste, les cheveux encore mouillés par la douche. Oui, je te sers, ai-je répondu. Mais il avait déjà pris une tasse et commençait à se servir. J'ai réorganisé les tasses hier. Maintenant, elles sont dans le placard au-dessus de l'évier. C'est plus pratique, a-t-il dit par-dessus son épaule. Encore un réaménagement sans préavis. Mes affaires n'ont pas leur place ici, tout comme l'espace que j'occupe. Tout est sujet à réorganisation sans que je le sache. Maman, tu n'as pas oublié que Léo a une répétition à l'école aujourd'hui? Il faut aller le chercher à 15 heures, pas à 14 heures, a dit Evelyne sans lever les yeux de son téléphone. Je m'en souviens, ai-je répondu doucement, comme si je pouvais oublier. Cela fait 3 ans que je vais chercher Léo à l'école tous les jours. Chloé a déboulé dans la cuisine comme une tornade, grande, avec des mèches violettes dans les cheveux et des vêtements qui semblaient assemblés à partir de styles différents. Je suis en retard, a-t-elle annoncé, attrapant un morceau de toast dans l'assiette de sa mère. Salut tout le monde. Chloé, les jeux appelés. Ton déjeuner. Mais elle était déjà sortie. J'ai soupiré et remis le sac-repas préparé au réfrigérateur. Je le retrouverai intact le soir, comme d'habitude. Maman, réveille Léo, s'il te plaît, a demandé Evelyne en finissant son café. Gérald et moi sommes déjà en retard. Et n'oublie pas d'aller chercher mon chemisier au pressing. Le ticket est sur le frigo. Ils sont partis sans attendre de réponse, laissant derrière eux un petit déjeuner à moitié mangé et des assiettes sales. J'ai commencé à débarrasser la table, effaçant habituellement toute trace de leur existence. Léo dormait, recroquevillé sous une couverture à l'effigie de ce père héros. Contrairement à sa sœur bruyante, c'était un enfant calme et réfléchi,
avec d'immenses yeux bruns qui semblaient voir plus de choses qu'un garçon de 8 ans ne le devrait. Léo, il est l'heure de se lever, ai-je dit doucement, m'asseyant sur le bord de son lit. Il a lentement ouvert les yeux et a souri, endormi. Bonjour, mamie. Tu sens la cannelle. C'était notre petite blague. J'ajoutais toujours une pincée de cannelle à mon café du matin. Bonjour, marmotte. C'est l'heure d'aller à l'école. Tes céréales t'attendent. Pendant que Léo déjeunait, j'ai préparé son sac à dos et vérifié ses devoirs. Mamie, tu m'aideras pour mon projet de science, a-t-il demandé, une cuillère de céréales à la bouche. Bien sûr, mon chéri. C'est sur quoi, le projet? Le cycle de vie des plantes. Mademoiselle Benoît a dit qu'on pouvait faire pousser quelque chose et noter nos observations. C'est intéressant. On passera au magasin acheter des graines après l'école. Il a hoché la tête avec enthousiasme. Ces moments avec Léo étaient les lueurs de mes journées. Après l'avoir déposé à l'école, ma journée s'est remplie des tâches habituelles. La lessive, le ménage, le passage au pressing pour le chemisier d'Evelyne, la préparation du dîner. Personne ne remarque ce travail, sauf s'il n'est pas fait correctement et à temps, les mains invisibles qui font tourner la maison. À 15 heures, j'attendais devant l'école de Léo. Il est sorti en courant avec un sourire, agitant un dessin. Mamie, regarde. Je nous ai dessiné en train de planter. Le dessin montrait 2 silhouettes, une petite et une grande, penchées sur quelque chose de vert. Mon cœur s'est serré. Au moins quelqu'un me voit. Nous sommes allés à la jardinerie et avons choisi des graines de haricots. Elles germent vite, et Léo pourrait les voir changer chaque jour. À la maison, nous les avons plantées dans de petits pots et les avons placées sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Maintenant, il faut les arroser tous les jours et écrire ce qui se passe, ai-je expliqué. Tu m'aideras à m'en souvenir? A demandé Léo, plein d'espoir. Bien sûr, mon trésor. Ce soir-là, lorsque tout le monde était réuni pour le dîner, Léo leur a parlé de notre projet. Mamie a dit que les haricots pousseront très vite, et qu'on verra les premières pousses dans quelques jours à peine. C'est merveilleux, mon chéri, a répondu Evelyne distraitement, vérifiant ses emails sur son téléphone. N'oubliez pas de nettoyer tout le bazar quand vous aurez fini, a ajouté Gérald. Et ne mets pas les pots sur le rebord de fenêtre en bois. Il pourrait laisser des marques. Léo a hoché la tête, son enthousiasme un peu diminué. Ne t'inquiète pas, lui ai-je murmuré. On mettra des soucoupes sous les pots. Après le dîner, Chloé s'est enfermée dans sa chambre comme d'habitude. Evelyne et Gérald se sont installés dans le salon pour regarder une série. J'ai aidé Léo avec ses devoirs et je l'ai mis au lit. Plus tard, alors que je chargeais le lave-vaisselle, j'ai entendu la sonnette. Maman, tu peux ouvrir, a appelé Evelyne depuis le salon. Ce sont probablement Jeanne et Lorraine. Je me suis séché les mains et je suis allée ouvrir. Sur le seuil se tenaient 2 femmes de l'âge d'Evelyne, ses amies du lycée. Elles m'ont salué poliment et sont entrées dans le salon. J'ai entendu Evelyne leur proposer du vin. Une fois par mois, elles se réunissaient chez l'une d'elles pour leur soirée entre filles. J'ai fini dans la cuisine et j'allais me rendre dans ma chambre quand j'ai entendu mon nom dans la conversation. Je me suis arrêtée devant la porte entr'ouverte du salon. Ça fait 5 ans que maman vit avec nous. Vous imaginez? Disait Evelyne. Je ne sais plus ce que c'est qu'une vie privée. Elles ont ri. Elle est toujours à la maison? A demandé Jeanne. Toujours. J'ai l'impression de vivre sous un microscope. Gérald dit qu'on est comme dans une sitcom. Tout le monde adore Madeleine. Un autre éclat de rire. Au moins, elle aide avec les enfants, a remarqué Lorraine. Oui, c'est la seule chose qui me sauve, a soupiré Evelyne. Mais elle déplace toujours mes affaires en disant qu'elle range, et après je ne trouve plus rien. Et elle cuisine trop gras pour Gérald, alors qu'elle sait pour son cholestérol. Et tu ne peux rien y faire, a demandé Jeanne. Je la mettrai où? En maison de retraite? Tu sais combien ça coûte? En plus, elle est en bonne santé. Juste vieille. Elle oublie des choses. Elle est lente. Elle porte toujours cet affreux peignoir marron. J'ai jeté un œil à mon peignoir. Oui, il était marron et vieux, mais si confortable. Et elle met toujours la télé si fort, a continué Evelyne en m'imitant. Quoi? Je ne t'entends pas, ma chérie. Les femmes ont ri de nouveau. Je me suis doucement éloignée de la porte. La tête me tournait et je sentis un poids dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec mon cœur malade. C'est donc comme ça qu'elle me voit, un fardeau.
Une vieille femme dans un horrible peignoir qui la dérange. Je suis retournée lentement dans ma chambre, sentant une larme couler sur ma joue. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait presque aucune de mes affaires ici. Quelques photographies sur la commode, de vieux livres sur l'étagère, des vêtements dans un petit placard. En 5 ans, je n'avais jamais fait de cette pièce la mienne. C'était peut-être parce que je m'y étais toujours sentie comme une invitée. J'ai sorti de la table de chevet une photographie que j'avais toujours gardée à l'abri des regards indiscrets. C'était une photo de la jeune Evelyne, environ 5 ans, assise sur mes genoux. Nous rions toutes les deux face à l'appareil que tenait Thomas. J'étais plus jeune alors qu'Evelyne ne l'est maintenant, avec des cheveux châtains sans un fil de gris et des yeux clairs. Qu'est-il arrivé à cette femme? Quand suis-je devenue invisible dans la vie de ma propre fille? Les rires du salon me parvenaient assourdis, comme d'un autre monde. Je me suis souvenu comment, chaque nuit, quand tout le monde dormait, je repassais les chemises de Gérald, pliais les vêtements éparpillés de Chloé et rangeais les jouets de Léo. Je le faisais non par devoir, mais par amour. Mais maintenant, cet amour semblait inutile, malvenu. Je me suis allongée sur le lit sans me déshabiller et j'ai fermé les yeux. Quelque chose devait changer. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Mais quoi? Où pouvais-je aller à 72 ans? Je ne voulais pas être un fardeau, mais je ne méritais pas d'être traitée ainsi. Peu à peu, mes pensées sont devenues confuses et je suis tombée dans un sommeil agité où j'entendais encore et encore les rires d'Evelyne et de ses amis. Ma mère vit avec nous. Je ne sais plus ce que c'est qu'une vie privée. La maison est devenue silencieuse. J'étais allongée dans le noir, écoutant les bruits de la nuit, le tic-tac de l'horloge dans le couloir, le bourdonnement sourd du réfrigérateur et le craquement occasionnel du parquet dû au changement de température. Le sommeil ne venait pas. Les mots d'Evelyne résonnaient dans ma tête. Ma mère vit avec nous. Je ne sais plus ce que c'est qu'une vie privée. L'amertume me monta à la gorge comme une vague menaçant de m'engloutir. Il était presque 2 heures du matin quand je me suis enfin levée. La nuit avait toujours été mon moment, un temps où je pouvais faire des choses pour ma famille tout en restant invisible. J'ai enfilé mon vieux peignoir marron, elle, affreux, comme l'avait qualifié Evelyne, et je suis sortie tranquillement de la chambre. Des traces de la soirée restaient dans le salon, des verres avec des fonds de vin, une boîte à pizza vide qu'elles avaient commandée plus tard. Les amis d'Evelyne étaient partis vers minuit. J'ai commencé à ranger, en essayant de ne pas faire de bruit. J'ai mis les verres dans le lave-vaisselle, essuyé la table et jeté la boîte. Personne ne remarquait jamais ces nettoyages nocturnes. Ils se demandaient juste pourquoi tout était propre le matin. Montant les escaliers sur la pointe des pieds, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Léo. Il dormait les bras écartés, comme s'il essayait d'embrasser le monde entier, même dans son sommeil. Des jouets étaient éparpillés sur le sol, des cubes en bois, des petites figurines de super-héros, un robot que Gérald lui avait offert pour son anniversaire. Je les ai soigneusement ramassés et rangés sur l'étagère, chacun à sa place. J'ai couvert Léo avec la couverture qu'il enlevait toujours et je l'ai embrassé sur le front. Il a fait une petite grimace mais ne s'est pas réveillé. De l'autre côté du couloir se trouvait la chambre de Chloé. La porte était fermée mais pas à clé. Je l'ai ouverte doucement. Contrairement à son frère, Chloé dormait recroquevillée, comme pour se protéger du monde. Des vêtements, des livres et des écouteurs étaient éparpillés sur le sol. Combien de fois lui avais-je dit de ranger ses affaires? Mais au final, je le faisais toujours moi-même. J'ai ramassé les objets épars, plié soigneusement les vêtements et rangé les livres sur l'étagère. Un journal intime ouvert était posé sur le bureau. Je n'ai pas regardé à l'intérieur. Le respect de l'espace des autres était une règle pour moi, même si personne ne respectait mon propre espace ici. La dernière pièce était la chambre d'Evelyne et Gérald. J'y entrais rarement, mais aujourd'hui, quelque chose m'y a attiré. La porte a grincé doucement. Evelyne ronflait, tournée vers le mur, et Gérald ronflait doucement. Une pile de vêtements préparés pour le lendemain était posée sur la chaise. J'ai pris la chemise de Gérald. Elle était légèrement froissée. En bas, j'ai sorti la planche à repasser et le fer. En lissant les plis de la chemise, je me suis souvenu de ma jeunesse. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Thomas Harlow à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Il était là pour une appendicite, et j'étais infirmière dans le service de chirurgie. Il était grand, avec un menton volontaire et des yeux bienveillants. Il a commencé à me faire la cour dès sa sortie. 1 an plus tard, nous étions mariés, et 2 ans après, nous avions notre unique enfant, Evelyne.
Nous avons été heureux pendant les premières années. Thomas travaillait comme ingénieur sur un chantier naval, et j'étais infirmière. Evelyne est devenue une fille intelligente et curieuse. Mais ensuite, l'accident est arrivé. Un camion a perdu le contrôle sur une route glissante et a percuté la voiture de Thomas. Il est mort sur le coup. J'avais 29 ans quand je me suis retrouvée seule avec ma fille de 7 ans. Mon monde s'est effondré, mais je ne pouvais pas me laisser abattre. Pour le bien d'Evelyne, je devais être forte. Je travaillais sur 2 postes à l'hôpital et prenais des gardes supplémentaires. L'argent de l'assurance et mon salaire suffisaient à peine à payer le crédit de la maison et à subvenir aux besoins de mon enfant. Mais je ne me suis jamais plainte et je n'ai jamais montré à Evelyne à quel point c'était difficile. Je me suis privée de tout pour que ma fille ait tout ce dont elle avait besoin. De nouveaux vêtements pour l'école, des cours de musique, qu'elle a ensuite abandonnés, des colonies de vacances avec ses amis. Quand elle a eu 18 ans, je lui ai acheté une voiture d'occasion, renonçant à mes propres vacances. J'étais toujours prête à écouter ses problèmes, à l'aider pour ses devoirs et à la soutenir dans les moments difficiles. Peut-être que je l'ai trop gâtée. Peut-être que j'aurais dû lui apprendre à apprécier davantage le travail des autres. Je ne sais pas où je me suis trompée, mais quelque part en chemin, nous avons perdu le contact. Après ses études, elle a déménagé à Lyon, a rencontré Gérald, a eu Chloé, puis Léo. Je suis restée seule dans notre maison à Villeurbanne, rendant visite à mes petits-enfants le week-end. Puis sont venus les problèmes cardiaques, l'opération et le déménagement chez Evelyne. Je pensais aider en m'occupant de la maison et des enfants pendant qu'elle construisait sa carrière. Mais maintenant, je réalisais que j'étais devenue un fardeau pour elle. Quand j'ai fini de repasser la chemise, je l'ai accrochée sur un cintre et l'ai emportée dans la chambre d'Evelyne et Gérald. Puis je suis retournée à la cuisine et j'ai commencé à préparer de la pâte à crêpes. Léo adorait les crêpes. Après avoir mélangé la pâte, je l'ai mise au réfrigérateur pour qu'elle soit prête le matin. À 3 heures du matin, je ne pouvais toujours pas dormir. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre le jardin sombre. La décision qui avait lentement mûri dans mon esprit toute la soirée s'était maintenant cristallisée en un plan clair. Je devais partir, non pour punir Evelyne, mais pour retrouver ma dignité, et peut-être pour montrer à ma fille ce que ma présence dans leur vie signifiait. De retour dans ma chambre, j'ai sorti le vieux sacan. Cuir que j'avais emporté avec moi il y a 5 ans. Il prenait la poussière dans le placard depuis longtemps. Je n'allais que rarement quelque part, sauf au magasin et à l'école de Léo. Maintenant, ce sac serait le début de ma nouvelle vie. J'ai ouvert le placard et examiné d'un œil critique mes vêtements. Quelques robes simples, des pantalons, des chemisiers, des gilets, tous pratiques et sans prétention. J'ai choisi les articles les plus nécessaires et les ai soigneusement pliés dans le sac. J'ai ensuite ajouté des articles de toilette, des médicaments, un album photo de famille et une boîte avec quelques bijoux, mon alliance, des boucles d'oreilles que Thomas m'avait offertes pour notre 10e anniversaire, et la broche de ma mère. Dans un tiroir du bureau, j'ai trouvé mon chéquier et mes relevés bancaires. Après la vente de la maison, il me restait une somme d'argent conséquente, dont la majeure partie était placée sur un compte épargne. Je n'avais presque pas dépensé mon argent en 5 ans. Ma retraite suffisait pour les petites dépenses, et Evelyne subvenait à mon logement et à ma nourriture. J'ai ressenti une pointe de culpabilité en me souvenant de ses paroles sur le coût d'une maison de retraite. Pensait-elle vraiment que je ne pouvais pas me permettre de payer mon propre logement si je le voulais? En parcourant les documents, je suis tombée sur une vieille photographie. Evelyne avait environ 10 ans dessus, et nous étions devant son école le jour de sa première pièce de théâtre. Elle jouait un arbre, mais elle était si fière de son rôle. Je me suis souvenu comment j'avais cousu son costume, travaillant des nuits pour qu'il soit prêt pour la première. Evelyne rayonnait de bonheur en voyant le résultat. Où était passée toute cette gratitude, cette joie de ma présence dans sa vie? J'ai remis la photo dans le tiroir. Le passé ne peut être changé, mais l'avenir est encore entre mes mains. Maintenant, je devais décider où aller. Retourner à Villeurbanne n'avait pas de sens. J'avais vendu la maison et je n'y avais plus d'amis proches. Rester à Lyon semblait logique. Après tout, mes petits-enfants vivaient ici, et je ne voulais pas perdre complètement le contact avec eux, surtout avec Léo. Je devais donc trouver un logement quelque part à proximité, mais assez loin pour qu'Evelyne ne puisse pas simplement passer et exiger que je revienne. J'ai sorti l'ordinateur portable qu'Evelyne m'avait offert pour mon 70e anniversaire. Il avait rarement servi, principalement pour des appels vidéo avec ma vieille amie Doris, qui avait déménagé en Floride. Maintenant,
Cet ordinateur était ma fenêtre sur une nouvelle vie. J'ai trouvé un site d'annonces immobilières et j'ai commencé à regarder les options. Après 1 heure de recherche, j'ai sélectionné quelques appartements convenables dans le quartier de Vèze, à environ une demi-heure de route de la maison d'Evelyne. J'ai envoyé des demandes de visite, en indiquant que je pouvais venir dès le lendemain. Ensuite, j'ai vérifié les horaires de bus. J'emmènerai Léo à l'école le matin, puis j'irai visiter les appartements. L'horloge indiquait 5 heures du matin. Il ferait bientôt jour, et la famille se réveillerait. J'ai pris une feuille de papier et un stylo. Une lettre était la dernière chose que je devais faire. J'ai regardé la page blanche pendant un long moment, cherchant les mots justes. Comment expliquer mon départ sans accuser ni blesser personne? Comment faire comprendre que ce n'était pas une fuite, mais une quête de moi-même? Finalement, j'ai commencé à écrire. Chère Evelyne, Gérald, Chloé et Léo, quand vous lirez cette lettre, je ne serai plus à la maison. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de commencer un nouveau chapitre de ma vie. J'ai vécu avec vous ces 5 dernières années, et je suis reconnaissante pour le toit que vous m'avez offert et l'opportunité d'être proche de mes petits-enfants. Mais maintenant, je sens que j'ai besoin de trouver mon propre espace. J'ai 72 ans, mais je suis encore capable de vivre seule. Evelyne, tu as élevé des enfants merveilleux et construit une belle carrière. Je suis fière de toi. Mais peut-être méritons-nous toutes les deux plus d'espace et de liberté. Tu es une femme adulte, et tu n'as pas besoin de ta mère vivant sous le même toit. Et j'ai besoin de me retrouver en dehors de mon rôle de grand-mère et de gouvernante. Gérald, merci pour ta patience. Je sais qu'il n'a pas toujours été facile d'avoir une belle-mère à la maison. Chloé, j'admire ton intelligence et ton indépendance. J'espère que tu trouveras ton chemin et que tu seras heureuse. Léo, mon petit assistant, n'oublie pas d'arroser nos haricots. Ils deviendront forts, tout comme toi. Je ne vous dis pas adieu pour toujours. Quand je serai installée dans mon nouveau chez-moi, je vous contacterai. S'il vous plaît, n'essayez pas de me retrouver. J'ai besoin de temps. Sachez que je vous aime tous et que je ne vous souhaite que le meilleur. Avec tout mon amour, Madeleine. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Elle me semblait juste, honnête, mais pas accusatrice. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans une enveloppe sur laquelle j'ai écrit le nom d'Evelyne. J'ai placé l'enveloppe sur la table de la cuisine, en l'appuyant contre la cafetière. Elle la verrait en préparant son café du matin. De retour dans ma chambre, j'ai fermé mon sac et l'ai mis sous le lit. Demain, ou plutôt aujourd'hui, je commencerai une nouvelle vie. Avais-je peur? Oui. Mais il était encore plus effrayant de continuer à exister comme un fantôme dans la vie de ma propre famille. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai fermé les yeux. Le jour commençait à se lever. Les oiseaux se mirent à chanter leurs chants matinaux. Quelque part dans la maison, une horloge égrenait les secondes de ma dernière nuit ici. Je ressentis un calme étrange, comme si j'avais pris la seule bonne décision. Peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, je faisais quelque chose juste pour moi, pas pour les autres, et c'était la bonne chose à faire. Le réveil a sonné à 6 heures du matin, mais j'étais déjà éveillée. Je suis restée les yeux ouverts, écoutant la maison silencieuse, disant mentalement adieu à la pièce qui avait été mon refuge pendant 5 ans. Il était temps de partir. Je me suis levée doucement, je me suis habillée et j'ai pris le sac que j'avais préparé sous le lit. J'ai jeté un dernier regard à la pièce. Il ne restait rien de personnel, juste des meubles et quelques affaires que j'avais décidé de ne pas emporter. Pendant que tout le monde dormait encore, je me suis glissée dans la cuisine et j'ai rapidement préparé la pâte à crêpes que j'avais promise à Léo. Je l'ai laissée au réfrigérateur avec une note sur la façon de les faire cuire. J'ai vérifié la lettre. Elle était appuyée contre la cafetière, là où Evelyne la verrait à coup sûr. Puis je suis sortie discrètement par la porte de derrière, la refermant soigneusement derrière moi. Il faisait frais et calme dehors. Lyon dormait encore, seules quelques voitures passaient dans les rues vides. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, sentant le poids des années de tension se dissiper de mes épaules à chaque pas. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment libre. Le premier bus est arrivé à 6h30. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller progressivement. Mon plan était simple. D'abord, visiter les appartements que j'avais trouvés la veille, puis décider où m'installer. J'avais 3 visites prévues dans le quartier de Vèze, la première à 9 heures du matin. Il me restait 2 heures à tuer, alors je me suis arrêtée dans un petit café qui venait d'ouvrir. Un barista âgé avec une barbe grise bien taillée m'a souri chaleureusement. « Bonjour.
Vous êtes notre première cliente aujourd'hui. Bonjour, ai-je souri en retour. Je pourrais avoir un café et un porridge aux fruits, s'il vous plaît. Bien sûr. Asseyez-vous. Je vous apporte votre commande. J'ai choisi une table près de la fenêtre et j'ai regardé la rue s'animer. C'était une sensation étrange d'être seule parmi des inconnus, responsable de personne d'autre que moi-même. C'était effrayant et excitant à la fois. Le petit déjeuner était délicieux, le café fort et aromatique. En payant, j'ai croisé le regard du barista. « Vous déménagez ?» a-t-il demandé en hochant la tête vers mon sac. « Oui, je cherche un nouveau logement. » « Vèze est un quartier agréable, a-t-il remarqué. « J'y vis depuis 20 ans, et je ne m'en plains pas. » Je l'ai remercié pour le petit déjeuner et l'information, et je suis sorti dans la rue. La ville s'animait déjà. Des gens se pressant pour aller au travail, des magasins ouvrant leurs portes, des bus qui passaient. Je me sentais faire partie du mouvement, pas seulement une observatrice. Le premier appartement que j'ai visité était dans un immeuble moderne. C'était un petit studio au design minimaliste avec vue sur l'immeuble voisin. C'était propre et fonctionnel, mais sans âme. La propriétaire, une jeune femme avec une tablette à la main, m'a fait visiter rapidement et est immédiatement passée aux conditions de location. Je l'ai remerciée poliment et j'ai dit que je la recontacterais. Le deuxième appartement m'a beaucoup plu. Il se trouvait au premier étage d'une vieille maison bien conservée dans une cour calme. Il y avait une chambre, un salon avec une petite cuisine et une salle de bain démodée mais propre. Les fenêtres donnaient sur une cour verdoyante avec des parterres de fleurs. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années, m'a tout raconté sur le quartier et m'a montré où se trouvaient les magasins et les arrêts de transport en commun les plus proches. « C'est calme ici, surtout des personnes âgées », a-t-il dit. « Si vous voulez la paix et la tranquillité, c'est un bon endroit. » J'ai senti que c'était exactement ce que je cherchais. Nous nous sommes rapidement mis d'accord sur les conditions et j'ai versé la caution. Le propriétaire m'a remis les clés et m'a dit que je pouvais emménager le jour même. « Au fait, a-t-il ajouté en partant, votre voisine de gauche, Luna Parker, a à peu près votre âge. C'est une artiste, un peu excentrique, mais une femme très gentille. Je pense que vous vous entendrez bien. » Resté seul dans mon nouvel appartement, j'ai lentement parcouru toutes les pièces. Il n'y avait pas beaucoup de meubles. Un lit avec une table de chevet dans la chambre, un canapé, un fauteuil et une table basse dans le salon, et une table à manger avec 2 chaises dans la cuisine, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai défait mes affaires, fait un peu de ménage et dressé une liste des choses que je devais acheter. Vers le soir, on a frappé à la porte. Sur le seuil se tenait une grande femme aux cheveux gris dans une robe colorée avec de nombreux bracelets aux poignets. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et elle portait des lunettes rondes à monture épaisse. « Bonjour, voisine !» s'exclama-t-elle avec un grand sourire. « Je suis Luna Parker. J'habite à côté. J'ai pensé passer vous dire bonjour et vous apporter des biscuits faits maison. C'est une pendaison de crémaillère, après tout. » Elle m'a tendu une assiette de biscuits, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire en retour. « Madeleine Arlot, me suis-je présentée. Très heureuse de vous rencontrer. Entrez, je vous en prie. » Luna est entrée, regardant curieusement autour d'elle. « Oh, votre appartement est cosy, minimaliste, mais de bon goût. Vous vivez à Lyon depuis longtemps ? » « En fait, j'y vis depuis 5 ans, ai-je répondu en l'invitant à s'asseoir. « Mais je vivais avec ma fille et sa famille. Maintenant, j'ai décidé de vivre seule. » Luna a hoché la tête avec approbation. « Bonne décision. J'ai vécu avec mon fils, mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. Je profite de ma vie. Indépendante depuis 15 ans maintenant. Vous voulez un thé ? » J'ai mis la bouilloire en marche et j'ai sorti des tasses. Étrangement, je me suis immédiatement sentie à l'aise avec cet inconnu. « Vous avez dit que vous êtes artiste ? » ai-je demandé en versant le thé. « Oui, je peins depuis toujours. J'ai commencé comme illustratrice de livres pour enfants, puis je suis passée à la peinture abstraite. Maintenant, je peins plus pour moi, vendant parfois mes toiles par le biais d'une petite galerie de la rue principale. Et vous ? » J'étais infirmière, mais je suis à la retraite depuis longtemps. Ces dernières années, je m'occupais surtout de mes petits-enfants et des tâches ménagères. « Vous voulez faire quelque chose pour vous maintenant ? » a demandé Luna avec perspicacité. J'y ai réfléchi. Pour être honnête, je n'y avais même pas pensé. Mon départ était plus une fuite d'une situation humiliante qu'une démarche consciente vers une nouvelle vie. Je ne sais pas.
Pour l'instant, je veux juste me sentir comme une personne, pas une servante. Luna a hoché la tête avec compréhension et n'a pas posé d'autres questions. Nous avons bu du thé, mangé des biscuits et parlé du quartier, du temps, des livres, de tout sauf de ma famille. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Quand Luna est partie, je me sentais épuisée. La journée avait été chargée et éprouvante sur le plan émotionnel. Je me suis allongée dans le lit inconnu et je n'ai pas pu m'endormir avant un long moment, pensant à ce qui se passait chez Evelyne. Avait-il trouvé ma lettre? Qu'en pensait-il? Étaient-ils inquiets pour moi ou soulagés? Le lendemain matin a commencé par une visite au magasin. Je devais acheter des provisions, des produits de première nécessité et du linge de lit. Je n'avais presque rien pris de la maison d'Evelyne, ne voulant pas qu'elle m'accuse de voler même la plus petite des choses. Au supermarché, je suis restée longtemps devant les rayons, réalisant que pour la première fois depuis de nombreuses années, j'achetais des provisions juste pour moi. Je n'avais pas à penser à ce que Gérald aimait, à ce que Chloé ne mangerait pas, ou à ce que Léo demanderait. Je pouvais choisir tout ce que j'aimais. C'était une sensation étrange, presque oubliée, de liberté. En rentrant avec mes courses, j'ai trouvé un bouquet de fleurs sauvages et un mot de Luna sur mon paillasson. Si tu n'es pas occupé ce soir, viens dîner. Rien de spécial, juste des pâtes et du vin. Luna. J'ai souri. Il semblait que j'avais trouvé ma première amie dans ma nouvelle vie. Le dîner avec Luna a été simple et chaleureux. Contrairement au mien, son appartement était rempli de choses. Des tableaux au mur, des livres sur les étagères, des coussins colorés sur le canapé, une collection de figurines en céramique sur les rebords de fenêtres. Cela aurait dû créer une impression de désordre, mais étrangement, cela semblait harmonieux. Je ne jette jamais les choses que j'aime, a expliqué Luna, remarquant mon regard. Chacune d'entre elles fait partie de mon histoire. Pendant le dîner, Luna m'a parlé d'elle. Elle avait été mariée 2 fois, avait un fils de son premier mariage et une fille du second. Ses 2 maris l'avaient quittée. Le premier avait divorcé. Le second était mort d'un cancer il y a 15 ans. Ses enfants avaient grandi et étaient partis. Son fils à Portland, sa fille à Boston. Ils appelaient et rendaient visite de temps en temps, mais ils avaient leur propre vie. Quand Arthur est mort, j'ai vécu avec mon fils pendant près d'1 an, a dit Luna en versant du vin dans les verres. Il a pris soin de moi, mais je me sentais comme une étrangère dans sa maison. Ma belle-fille était polie, mais je sentais que ma présence la dérangeait. À un moment donné, j'ai réalisé que je devais soit commencer une nouvelle vie, soit me laisser dépérir lentement dans la maison de quelqu'un d'autre. J'ai choisi la première option et je ne l'ai jamais regretté. J'ai hoché la tête en silence, surprise de la similitude de son histoire avec la mienne. Et vous? A demandé Luna. Vous ne voulez pas me dire pourquoi vous avez vraiment quitté votre fille? J'ai soupiré et, à ma propre surprise, je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté comment j'avais emménagé chez Evelyne après mon opération, comment j'avais essayé d'aider avec la maison et les enfants, comment j'étais progressivement devenue une servante invisible, et enfin la conversation que j'avais surprise. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Vous savez, a dit Luna quand j'ai eu fini, votre fille ne se rend probablement même pas compte à quel point elle vous a blessé. Les gens ne remarquent souvent pas ceux qui sont toujours là pour eux, qui s'occupent d'eux. C'est comme l'air. On ne l'apprécie que lorsqu'on commence à suffoquer. Vous avez probablement raison, ai-je convenu. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Ça ne devrait pas être plus facile, a dit Luna fermement. Vous avez le droit d'être blessé, et vous avez aussi le droit à une nouvelle vie. L'important est de ne pas vous attarder sur votre blessure. Utilisez-la comme carburant pour le changement. Nous avons parlé tard dans la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comprise, écoutée. Luna ne m'a pas jugée et ne m'a pas donné de conseils. Elle a simplement écouté et partagé ses expériences. Quand je suis retournée dans mon appartement, je me sentais plus légère. J'ai passé les jours suivants à m'installer dans ma nouvelle maison. J'ai acheté des plantes pour égayer l'espace, j'ai accroché des rideaux et j'ai trouvé une belle vieille lampe sur pied dans une brocante. Progressivement, l'appartement sans visage s'est transformé en un endroit où je me sentais à l'aise. J'ai établi une nouvelle routine, une promenade matinale dans le quartier, la lecture dans un petit parc voisin et la préparation du dîner pour moi-même. Parfois, je dînais avec Luna chez elle ou chez moi. Elle m'a présenté à certains de ses voisins, principalement des personnes âgées comme nous. Ils étaient tous sympathiques et ne posaient pas de questions inutiles. Le 4e jour après mon départ, mon téléphone portable a sonné.
C'était le numéro d'Evelyne. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, n'osant pas répondre. Finalement, le téléphone s'est tu. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé. Maman, s'il te plaît, appelle. On s'inquiète. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de plus de temps. Le lendemain, Evelyne a appelé encore et encore. Je n'ai pas répondu. Puis Gérald a appelé pour la première fois. Son message était bref. Madeleine, s'il te plaît, donne des nouvelles. Evelyne est très inquiète. Je doutais de la sincérité de son inquiétude. Très probablement, Evelyne était simplement agacée de devoir maintenant s'occuper seule des enfants et de la maison. Ou peut-être s'inquiétait-elle de la réaction du public. Que diraient les gens en apprenant que sa mère âgée s'était enfuie de la maison? Le 7e jour, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu un policier. Madame Arlot, a-t-il demandé. Madeleine Arlot. Oui, c'est moi, ai-je répondu avec anxiété. Dieu merci, a-t-il soufflé avec soulagement. Votre fille a signalé votre disparition. Nous avons suivi votre carte de crédit et trouvé cette adresse. Vous allez bien? Oui, je vais bien, ai-je dit fermement. J'ai quitté la maison de ma fille de mon plein gré et je lui ai laissé une lettre expliquant ma décision. Le policier m'a regardé attentivement, évaluant apparemment mon état physique et mental. Votre fille est très inquiète. Elle a dit que vous aviez subi une opération du cœur et que vous aviez besoin de soins. C'était il y a 5 ans, ai-je répondu en commençant à m'énerver. Je suis en parfaite santé et capable. J'ai 72 ans, pas 92, et j'ai le droit de vivre où je veux. Bien sûr, madame, a convenu poliment le policier. Je ne fais que mon travail. Puis-je informer votre fille que vous allez bien? J'ai hésité. D'une part, je ne voulais pas qu'Evelyne sache où je vivais. Du moins, pas encore. D'autre part, je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Dites-lui que je vais bien et que je l'appellerai quand je serai prête. Ai-je finalement décidé? Mais s'il vous plaît, ne lui donnez pas mon adresse. Le policier a hoché la tête. Je transmettrai votre message. Mais madame, vous devriez peut-être appeler votre fille quand même. Elle semblait vraiment très inquiète. Après son départ, je suis restée assise sur le canapé pendant un long moment, à réfléchir. Evelyne était-elle vraiment inquiète pour moi? Ou n'aimait-elle tout simplement pas que je sois hors de son contrôle? Et que se passerait-il si j'appelais? Me presserait-elle de revenir? Mes pensées ont été interrompues par un coup à la porte. C'était Luna cette fois. J'ai vu la police, a-t-elle dit immédiatement. Tout va bien. Je lui ai raconté la visite et mes doutes. Vous savez, a dit Luna pensivement, peut-être que votre fille est vraiment inquiète. Il est possible que votre départ lui ait fait réaliser pour la première fois tout ce que vous faisiez pour elle. Ou elle est juste en colère parce que maintenant, elle doit faire la lessive et la cuisine elle-même, ai-je objecté. C'est peut-être les deux, a haussé Luna. Les gens sont compliqués. Mais de toute façon, c'est votre vie et votre décision de l'appeler ou non. Ce soir-là, j'ai décidé d'envoyer un court message à Evelyne. Je vais bien. S'il te plaît, ne t'inquiète pas et ne me cherche pas. Je te contacterai quand je serai prête. La réponse est venue instantanément. Maman, s'il te plaît, reviens. Léo pleure tous les jours. Je ne sais pas quoi lui dire. Ce message m'a profondément blessée. Léo, mon petit-fils, était le seul qui semblait vraiment me voir. Je ne voulais pas le blesser, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir. Pas maintenant, alors que je commençais à peine à me retrouver. J'ai répondu. Dis à Léo que sa mamie l'aime et qu'il faut arroser les haricots tous les jours. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de temps pour trier mes sentiments, pour comprendre ce que je voulais vraiment de ce nouveau chapitre inattendu de ma vie. Le temps de découvrir qui j'étais sans les étiquettes, Mamie Madeleine, ou la mère d'Evelyne. Juste Madeleine Arlot, une femme de 72 ans qui avait décidé de tout recommencer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où j'avais quitté la maison d'Evelyne. Le mardi matin m'a accueilli avec des rayons de soleil traversant les rideaux. Je me suis étirée dans mon lit, savourant le silence et le fait de ne pas avoir à sauter du lit pour préparer le petit déjeuner pour toute une famille. Mon temps n'appartenait plus qu'à moi. Au cours des dernières semaines, l'appartement s'était transformé. Des étagères avec mes romans préférés étaient apparues, ainsi que des pots de violettes en fleurs sur les rebords de fenêtres et une couverture douce sur le canapé. Au mur étaient accrochés 2 tableaux offerts par Luna. Des paysages à l'aquarelle du lac du parc de la Tête d'Or.
Dans un coin du salon se trouvait une petite table avec mon vieil ordinateur portable et une pile de revues médicales. Lentement, pas à pas, je construisais ma nouvelle vie. La première décision importante a été de trouver un travail. Je n'avais pas besoin d'argent. Ma retraite et mes économies suffisaient pour une vie modeste. Mais j'avais besoin de me sentir utile, nécessaire, et mon expérience médicale s'est avérée utile. Luna m'a présenté au docteur Fournier, qui dirigeait une petite clinique pour les familles à faible revenu dans notre quartier. Quand il a appris mon expérience d'infirmière, il m'a proposé un poste de consultante 2 fois par semaine. J'aidais les patients à comprendre leurs ordonnances, leur expliquais comment prendre leurs médicaments et répondais à des questions simples, libérant ainsi le temps du médecin pour des cas plus complexes. Aujourd'hui, c'était mon jour de travail. J'ai préparé un petit déjeuner léger, bu une tasse de café et j'ai commencé à me préparer. J'ai choisi une robe bleue et des chaussures confortables et j'ai relevé mes cheveux en un chignon soigné. Le miroir reflétait une femme âgée en forme, le dos droit et le regard calme. Aucune trace de la silhouette hagarde et voûtée que j'étais il y a à peine un mois. La clinique se trouvait à 15 minutes à pied de chez moi. J'adore ces promenades matinales, l'occasion de respirer l'air frais, de regarder le quartier s'animer et de saluer des visages familiers. Le propriétaire de la boulangerie du coin, les écolières se pressant en classe, les promeneurs de chiens avec leurs animaux. Bonjour, Madame Arlot. Jenny, la jeune administratrice de la clinique, m'a accueillie à mon entrée. Nous avons beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, surtout des jeunes mères avec des enfants. Le docteur Fournier sera heureux d'avoir votre aide. Bonjour, Jenny. Je suis prête à travailler. J'ai souri en entrant dans le petit bureau que je partageais avec la nutritionniste qui travaillait les autres jours. La journée a filé. J'ai consulté des patients, aidé ceux qui ne parlaient pas bien le français à remplir des formulaires et expliqué à une jeune mère comment donner correctement des médicaments à son nourrisson. Pendant la pause déjeuner, le docteur Fournier, un homme aux cheveux gris et énergique d'une 60aine d'années, et moi avons bu du thé dans son bureau. « Vous êtes une vraie trouvaille pour nous, Madeleine », a-t-il dit en prenant une bouchée de son sandwich. Les patients vous adorent, surtout les personnes âgées. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise de discuter de leurs problèmes avec quelqu'un de leur âge. Merci, docteur Fournier. C'est très important pour moi de me sentir utile. Appelez-moi Alan, a-t-il souri. Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous proposer plus d'heures 3 jours par semaine au lieu de 2, avec une augmentation de salaire correspondante, bien sûr. J'y ai réfléchi. Le travail était épanouissant, mais j'appréciais aussi le temps libre que je passais avec mes nouveaux amis ou simplement à me détendre. Puis-je réfléchir jusqu'à la fin de la semaine? Bien sûr, a acquiescé Alan. Il n'y a pas d'urgence. Après le travail, j'ai décidé de m'arrêter dans un petit parc voisin. Le temps était magnifique, et je voulais profiter des derniers jours chauds de l'automne. En m'installant sur un banc avec un livre, j'ai remarqué un groupe de personnes âgées pratiquant le tai chi dans un espace ouvert. Elles se déplaçaient lentement et gracieusement, suivant les instructions de leur instructrice, une femme mince aux cheveux gris attachée en queue de cheval. Je les ai observées avec intérêt. Leurs mouvements dégageaient force et contrôle malgré leur âge. Quand le cours s'est terminé, l'instructrice m'a remarqué et s'est approchée. « Ça vous plaît ?» a-t-elle demandé avec un sourire. « Rejoignez-nous la prochaine fois. Le premier cours est gratuit. » Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, ai-je admis. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Il n'est jamais trop tard pour commencer, a-t-elle dit en me tendant sa carte de visite. Je m'appelle Hélène Chang. Nous nous réunissons ici tous les mardis et jeudis. Le groupe s'appelle les Aînés Rebelles. Nous refusons de vieillir selon les règles. Ce soir-là, j'ai raconté à Luna ma rencontre dans le parc. « Oh, les Aînés Rebelles !» s'est-elle exclamée. « Je connais ce groupe. Ce sont des gens formidables. Non seulement ils pratiquent le tai chi, mais ils font aussi des randonnées, du bénévolat et organisent des fêtes. Vous devriez les rejoindre. » Je ne sais pas, Luna. Je n'ai jamais été particulièrement sociable. Et moi, je n'ai jamais été particulièrement patiente, a-t-elle répondu. Mais à notre âge, il est temps d'essayer de nouvelles choses. Qu'avez-vous à perdre? Je n'ai trouvé aucun argument contre. Que avais-je à perdre? Le lendemain, j'ai reçu un message d'Evelyne, le 5e en 3 semaines. Elle écrivait que Léo n'arrêtait pas de demander de mes nouvelles, que ses haricots avaient poussé et qu'il voulait me les montrer. Elle a également mentionné que Chloé avait une mauvaise note en maths et que personne ne pouvait l'aider, et que Gérald se plaignait de ses chemises sales.
Entre les lignes, je lisais « Nous ne nous en sortons pas sans toi ». Mais elle ne le disait pas directement, et il n'y avait pas non plus d'excuse dans le message. Je n'ai pas répondu, pas avant d'être prête. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti la pointe de culpabilité habituelle. Ma nouvelle vie prenait progressivement forme et sens, et je n'allais pas y renoncer. Le jeudi, je suis allée à mon cours de tai chi. Hélène m'a présenté au groupe, environ 15 personnes d'âge différents, allant de 60 à 80 ans. Ils m'ont tous accueilli si chaleureusement que ma gêne initiale a rapidement disparu. Ne vous inquiétez pas, personne ne s'attend à ce que vous maîtrisiez tout de suite, m'a encouragé une femme aux cheveux gris avec un rouge à lèvres vif qui s'est présentée comme étant Marthe. Moi, par exemple, je confonds encore la droite et la gauche. Hélène s'y est déjà faite. Le cours s'est avéré plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Mes muscles, peu habitués à de tels mouvements, protestaient. Mais il y avait quelque chose de fascinant dans ces mouvements fluides et méditatifs. À la fin de l'heure, je me sentais agréablement fatiguée et étrangement paisible. Après le cours, Hélène a invité tout le monde à la rejoindre pour un café dans un café voisin. J'ai décidé de l'accompagner. Une dizaine de personnes du groupe se sont réunies à des tables dans le café confortable. Ils parlaient de livres, de politique et de leurs projets pour le week-end. Personne ne se plaignait de sa santé ni ne soupirait sur le passé. Ces gens vivaient dans le moment présent. « Vous êtes nouvelle dans le quartier ?» m'a demandé Robert, un homme en forme à l'allure militaire et aux yeux bienveillants. « Vous vivez seul ?» « Oui, j'ai emménagé ici il y a environ un mois. Je vivais avec ma fille et sa famille, mais j'ai décidé qu'il était temps de gagner en indépendance. » Plusieurs personnes ont hoché la tête avec approbation. « J'ai aussi vécu avec mon fils après la mort de ma femme, » a dit Robert. « Pendant 2 ans, puis j'ai réalisé que je me transformais en animal de compagnie. Adorable mais inutile. J'ai loué un appartement et j'ai repris l'enseignement en cours du soir. C'était la meilleure décision de ma vie. » « Que faisiez-vous avant de prendre votre retraite ?» a demandé Marthe. « J'étais infirmière. Maintenant, je travaille comme consultante à la clinique du docteur Fournier. »« Oh, nous connaissons cette clinique », s'est animé Robert. « Les rebelles y organisent régulièrement des journées de santé pour les enfants de familles à faible revenu. Des jeux, des friandises, des examens médicaux de base. Peut-être que vous aimeriez vous joindre à nous la prochaine fois. » C'est ainsi que je me suis retrouvée entraînée dans un nouveau cercle d'amis. Les aînés rebelles ne se réunissaient pas seulement pour le tai chi. Ils organisaient des randonnées faciles, visitaient des musées et des expositions, tenaient des clubs de lecture et des événements caritatifs, et progressivement, je suis devenue une partie de cette communauté. Un mois après avoir quitté la maison d'Evelyne, Luna et moi avons organisé une petite fête dans son appartement. Plusieurs rebelles sont venus, ainsi que le docteur Fournier et sa femme et quelques voisins. Nous avons bu du vin, mangé des amuse-gueules que nous avions préparées ensemble et écouté du jazz. À un moment donné, je me suis surprise à penser que je ne m'étais pas autant amusée depuis des années. « Regardez-vous » m'a murmuré Luna lorsque nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine un instant. « Vous rayonnez. Qui aurait cru qu'à 72 ans, on pouvait commencer une nouvelle vie ? Parfois, je n'y crois pas moi-même, ai-je admis. J'ai peur que ce soit un rêve et que je me réveille à nouveau dans cette maison où personne ne me voit. » Ce n'est pas un rêve, mon ami. C'est votre vraie vie, et vous la méritez. Le lendemain de la fête, mon téléphone a sonné. C'était Evelyne. Je ne répondais généralement pas à ses appels, préférant les SMS, mais cette fois, quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton de réponse. « Maman !» La voix d'Evelyne semblait surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je décroche. « Tu as enfin répondu. »« Bonjour, Evelyne. Comment vas-tu ?» Il y a eu une pause. Je pouvais presque la voir chercher les mots justes. On se débrouille, mais c'est difficile. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es partie comme ça, sans prévenir. Je ne t'ai rien fait de mal. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant l'envie de lui rappeler la conversation que j'avais surprise avec ses amis. J'ai laissé une lettre. J'y ai tout expliqué. Mais il n'y a rien de précis dans la lettre, juste que tu as besoin d'espace, que tu veux commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que ça veut dire à ton âge ? À mon âge, ai-je dit lentement, sentant une vague de colère monter en moi. Je suis toujours une personne, Evelyne. Pas une chose, pas une babysitter gratuite, pas une gouvernante. Une personne avec des sentiments, des désirs, une dignité, et je mérite le respect. Je t'ai toujours respecté, s'est-elle exclamée.
On t'a donné un foyer, on s'est occupé de toi. Non, Evelyne, c'est moi qui me suis occupée de vous. J'ai cuisiné, fait le ménage, m'occupais des enfants, et vous ne l'avez même pas remarqué. J'étais juste la maman qui vit avec nous et qui ne sait pas ce qu'est une vie privée. Je n'ai pas pu m'empêcher de citer ces mots. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Tu as entendu ma conversation avec les filles? A-t-elle finalement demandé doucement. Oui, et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, Evelyne. Pendant des années, je me suis sentie invisible dans ta maison. Je suis reconnaissante pour un toit sur ma tête, mais je ne pouvais plus vivre comme ça. Maman, je ne savais pas que tu ressentais ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? M'aurais-tu écouté? Ai-je demandé avec lassitude. M'as-tu déjà demandé comment je me sentais, ce que je voulais? De nouveau, le silence. Puis un léger soupir. Probablement pas. J'étais si occupée par le travail, les enfants. Je tenais pour acquis que tu étais toujours là, toujours à aider. Je n'ai pas réalisé tout ce que tu faisais pour nous. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que je pouvais attendre d'Evelyne. Et à ma grande surprise, c'était suffisant. Pas un aveu complet de culpabilité, pas une supplication de pardon, juste une reconnaissance de mon existence, de ma contribution. Comment vont les enfants? Ai-je demandé en changeant de sujet. Léo te réclame tous les jours. Ses haricots sont presque aussi hauts que le plafond. Il est très fier. Chloé fait comme si de rien n'était, mais je remarque qu'elle regarde parfois ta chambre. Comment vous vous en sortez avec la maison? Evelyne a ri d'un rire sombre. Honnêtement, c'est un désastre. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu faisais jusqu'à ce que je doive le faire moi-même. La lessive, la cuisine, le ménage, l'aide aux devoirs. Je n'ai tout simplement pas assez de temps pour tout ça après le travail. Gérald essaie d'aider, mais il a aussi beaucoup de travail. On pense même à engager une femme de ménage. J'ai écouté ma fille décrire le chaos dans lequel leur vie s'était transformée sans moi. Et je n'ai ressenti ni jubilation ni triomphe, juste une confirmation silencieuse que mon travail dans leur maison avait vraiment été important. Invisible, mais important. Maman, pourrais-tu au moins nous rendre visite? Léo veut vraiment te voir, et tu nous manques à tous. J'y ai réfléchi. Étais-je prête à remettre les pieds dans cette maison? Est-ce que cela me ramènerait à mon ancienne vie? J'y penserai, Evelyne. Pas maintenant, mais bientôt. D'abord, je dois m'installer dans mon nouveau logement. Tu as trouvé un appartement, un travail. Sa voix semblait sincèrement surprise. Oui, j'ai un bel appartement à Vèze, et je travaille comme consultante dans un centre médical. Je me suis fait de nouveaux amis. Je prends des cours de tai chi. Je ne pouvais pas cacher la fierté dans ma voix. Du tai chi? Toi? Maintenant, il y avait un véritable étonnement dans sa voix. Waouh, maman! Je ne savais même pas que ça t'intéressait. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Evelyne, ai-je dit doucement. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour le découvrir. Après avoir parlé à ma fille, je suis restée assise près de la fenêtre pendant un long moment, à réfléchir. Quelque chose avait changé. Pas seulement dans ma vie, mais dans ma relation avec Evelyne. Pour la première fois depuis longtemps, elle me voyait non seulement comme sa mère, mais comme une personne à part entière avec ses propres désirs et besoins. Et peut-être pour la première fois, elle appréciait vraiment ce que j'avais fait pour sa famille pendant toutes ces années. Le soir, j'ai raconté à Luna notre conversation. Ne la laisse pas te ramener en arrière, m'a prévenu mon ami. Ils font toujours ça. D'abord, ils admettent leur culpabilité, puis ils font appel à ton sens du devoir. Je ne retournerai pas vivre avec eux, ai-je dit fermement. Mais peut-être que je rendrai visite, pour le bien de Léo. Uniquement à tes conditions, m'a regardé sérieusement Luna. Promets-le-moi. Je le promets. J'ai souri. Ma vie est ici maintenant, avec un nouveau travail, de nouveaux amis, avec les aînés rebelles. Avec le tai chi les mardis et jeudis, avec toi, Luna. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Evelyne. Dis à Léo que je veux vraiment voir ses haricots. Peut-être que dimanche prochain, je pourrai passer pour le déjeuner. La réponse est venue instantanément. Il sera ravi. Nous serons tous là. 13h, ça te va? 13h et Evelyne, je viens en visite, pas pour m'installer à nouveau. Je comprends, maman. Merci de nous donner une chance. J'ai posé le téléphone, me sentant étrangement calme.
pour la première fois depuis de nombreuses années, j'étais en contrôle de ma vie, de mes décisions. C'était un sentiment nouveau, inconnu, mais très agréable. Le vendredi soir, les rebelles et moi sommes allés à un concert de quatuor de jazz dans un petit club. Assise dans la pénombre, écoutant les sons doux du saxophone, je pensais à quel point ma vie avait tourné de manière étonnante. À 72 ans, j'avais commencé avec une page blanche, et il s'est avéré que cette page était pleine de nouvelles opportunités, de nouvelles découvertes, de nouvelles joies. Qui l'aurait cru? Robert, assis à côté de moi, s'est penché et a murmuré. « À quoi penses-tu, Madeleine ?»« À la vie. » ai-je répondu avec un sourire. « À quel point elle est pleine de surprises. »« À qui le dis-tu » a-t-il ri. « À 75 ans, j'ai appris à jouer de l'harmonica et j'ai créé une page Instagram. La vie ne fait que commencer, ma chère. Elle ne fait que commencer. » J'ai souri et hoché la tête. Il avait raison. Ma vie ne faisait vraiment que commencer, et j'avais hâte de découvrir ce qui allait se passer ensuite. C'était une journée de novembre étonnamment ensoleillée. Je marchais dans une allée du parc de la Tête d'Or, profitant des rares rayons de soleil qui filtraient à travers les branches presque nues des arbres. 2 mois s'étaient écoulés à une vitesse folle. Ma nouvelle vie prenait forme, le travail à la clinique 3 jours par semaine, les cours de tai chi les mardis et jeudis, les rencontres avec les aînés rebelles, les soirées avec Luna, les promenades dominicales dans le parc. Je rendais visite régulièrement à la famille d'Evelyne, passant pour le déjeuner ou le dîner toutes les 2 semaines. Nos relations s'amélioraient progressivement, bien que non sans difficulté. Evelyne admettait qu'elle m'avait considérée comme acquise, mais les vieilles habitudes ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Parfois, elle essayait encore de me refiler des responsabilités ménagères ou me parlait sur un ton condescendant. Dans ces moments-là, je lui rappelais doucement mais fermement nos nouvelles limites. L'air d'hiver était vivifiant, et j'ai accéléré le pas vers le banc au bord de l'eau où j'aimais lire. Sortant un livre de mon sac, un roman d'un auteur contemporain que nous avions discuté dans notre club de lecture des rebelles, je me suis plongé dans la lecture, levant occasionnellement les yeux pour admirer la surface calme du lac. Soudain, j'ai entendu une voix familière. « Mamie Madeleine !» Levant les yeux de mon livre, j'ai vu Léo. Il se tenait à quelques pas de moi, vêtu d'une veste bleue et d'un bonnet à pompons, me regardant avec une expression de stupéfaction totale sur le visage. « Léo !» Je n'ai pas pu cacher ma joie. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon chéri ?»« On est en sortie scolaire, » a-t-il dit en montrant un groupe d'enfants et 2 adultes debout au bord de l'eau. « On apprend les écosystèmes du lac. »« Et toi, pourquoi es-tu là, mamie ?»« J'habite tout près. » ai-je souri. « Je viens souvent ici pour lire. » Léo s'est approché, me regardant curieusement, comme pour s'assurer que c'était bien moi. « Je peux m'asseoir avec toi ?»« Bien sûr, mon chéri. » Il s'est assis à côté de moi sur le banc. Nous sommes restés silencieux quelques instants, profitant simplement de la compagnie de l'autre. « Tu as l'air différente, mamie, » a-t-il finalement dit en penchant la tête sur le côté. « Plus heureuse ?» Je l'ai regardé avec surprise. Les enfants voient parfois des choses qui échappent aux adultes. Je crois que je suis plus heureuse, Léo. Parce que tu nous as quittés. Il n'y avait aucun ressentiment dans sa voix, seulement une curiosité sincère. Pas parce que je vous ai quittés. Les jeux corrigeaient doucement. Parce que je me suis trouvée. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour comprendre qui ils sont vraiment. Il a hoché la tête pensivement, comme s'il comprenait vraiment ce que je disais. Maman dit que tu vis seule maintenant et que tu as beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai. J'ai un bel appartement, un nouveau travail et des amis de mon âge. On fait du tai chi ensemble. C'est une sorte de gymnastique chinoise, ai-je expliqué en voyant son regard confus. Cool, s'est-il exclamé. Tu peux me montrer où tu habites? Bien sûr, mon trésor. Peut-être la prochaine fois, quand ta maman te donnera la permission. Je peux voir maintenant. Ses yeux se sont illuminés. Madame Johnson, a-t-il appelé son institutrice, une femme corpulente dans un manteau rouge vif. Je peux aller avec ma grand-mère? On vient de se rencontrer par hasard. L'institutrice s'est approchée de nous, me regardant curieusement. Vous êtes vraiment la grand-mère de Léo? A-t-elle demandé avec une pointe d'incrédulité. Oui, Madeleine Arlot, ai-je tendu la main. Nous nous sommes rencontrés par hasard. J'habite tout près. Léo parle beaucoup de vous, a-t-elle souri en me serrant la main. Mais je ne peux pas laisser un élève quitter la sortie scolaire sans autorisation parentale.
Ce sont les règles. Je comprends. Ai-je hoché la tête? Bien sûr, la sécurité avant tout. Laisse-moi appeler ma mère, a insisté Léo en sortant son téléphone de sa poche. Elle me laissera, j'en suis sûre. À ma surprise, Evelyne l'a laissé. Après une brève conversation avec son institutrice, elle m'a demandé de prendre le téléphone. Maman, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois au parc. La vie est pleine de surprises, ai-je souri. Tu es sûre que ça ne te dérange pas que Léo vienne avec moi? Bien sûr que non. Il est si excité. Peut-être que vous pourriez passer plus tard. Je rentrerai du travail plus tôt aujourd'hui. D'accord, ai-je accepté après une courte pause. Nous viendrons pour le dîner. L'institutrice s'est assurée que tout était en ordre et a laissé Léo partir avec moi, lui faisant promettre de ne pas oublier son devoir pour la sortie scolaire. Nous avons marché lentement dans le parc, main dans la main. Léo m'a raconté avec enthousiasme l'école, son projet sur les écosystèmes et comment les haricots que nous avions plantés ensemble avaient poussé. Ils ont poussé jusqu'au plafond, mamie. Monsieur Thompson, notre professeur de biologie, a dit que c'était un record de classe. Je suis fière de toi, mon trésor, ai-je souri en lui serrant la main. Tu as vraiment appris le tai chi? A-t-il demandé en me regardant avec admiration. Tu peux me montrer? J'ai regardé autour de moi. Nous étions dans un espace ouvert et il n'y avait personne. Pourquoi pas? D'accord, regarde, ai-je dit en me mettant en position de départ et en effectuant lentement quelques mouvements simples que j'avais appris en cours. Léo m'a regardé les yeux grands ouverts, puis a essayé de répéter les mouvements. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, a-t-il admis après quelques tentatives. Tout demande de la pratique, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Viens, je vais te montrer où j'habite. Mon appartement se trouvait à 15 minutes à pied du parc. En chemin, Léo m'a bombardé de questions sur ma nouvelle vie, mon travail et mes amis. J'ai répondu honnêtement, surprise de son intérêt sincère. Tu as une télé? A-t-il demandé en arrivant chez moi. Oui, une petite, ai-je souri. Mais je la regarde rarement. Je préfère lire ou parler avec mes amis. Les amis, c'est plus intéressant que la télé, a-t-il approuvé sérieusement. Mon appartement a fait une grande impression sur Léo. Il a regardé attentivement les tableaux de Luna sur les murs, a touché les plantes sur les rebords de fenêtres et a examiné curieusement les livres sur les étagères. C'est si beau chez toi, s'est-il exclamé. Et si calme. C'est toujours bruyant chez nous. Parfois, le silence fait du bien, ai-je dit en nous préparant un chocolat chaud. Ça donne l'occasion de réfléchir. Tu penses à nous? A-t-il demandé soudainement, sa voix incertaine. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé et j'ai passé mes bras autour de ses épaules. Tous les jours, Léo. Surtout à toi. Alors pourquoi tu ne reviens pas? Il a levé les yeux vers moi, ses yeux pleins de confusion. Maman dit que tu vis séparément maintenant parce que c'est mieux pour toi. Mais n'est-ce pas mieux de vivre avec sa famille? J'ai fait une pause, cherchant les mots pour expliquer à un enfant de 8 ans quelque chose que même les adultes ont du mal à comprendre. Tu sais, Léo, il y a différentes façons d'être une famille. Nous sommes toujours une famille même si nous vivons dans des maisons différentes. Je t'aime tout autant. C'est juste que parfois, les gens, surtout les adultes, ont besoin de leur propre espace, de leur propre vie. Comme moi j'ai besoin de ma propre chambre, a-t-il suggéré. Oui, tout à fait comme ça, ai-je souri. Imagine si tu devais rester tout le temps dans le salon où tout le monde passe, parle, regarde la télé, sans espace personnel, sans endroit pour être seul. Ce serait horrible, a-t-il dit sérieusement. J'adore ma chambre. Je peux y lire, jouer et réfléchir. C'est ce dont j'ai besoin. Ma vie, mes décisions. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas ou que je ne veux pas vous voir. Il a hoché la tête pensivement, puis s'est soudainement illuminé. J'ai compris. Tu es comme une super-héroïne avec une cachette secrète. J'ai ri. Quelque chose comme ça, seulement pas si secrète puisque tu l'as trouvée. Après le chocolat chaud, j'ai montré à Léo mon emploi du temps, qui était épinglé sur le réfrigérateur. Je lui ai parlé de la clinique où je travaillais et des aînés rebelles. Il a écouté avec un intérêt sincère, a posé des questions, et je me suis surprise à penser que Léo, un enfant de 8 ans, s'intéressait plus à ma vie qu'Evelyne ne l'avait fait pendant toutes les années qu'elle m'avait connue. Il est temps d'y aller, ai-je dit en regardant ma montre. Ta mère devrait être rentrée du travail maintenant. Sur le chemin de la maison d'Evelyne,
Léo me tenait fermement la main et continuait à me poser des questions sur ma vie. Il était ravi à l'idée que sa grand-mère menait maintenant une vie pleine d'aventures. Il faut que tu parles des aînés rebelles à maman et papa, s'est-il exclamé. Et à Chloé aussi. Elle pense que les vieux ne font que regarder la télé et tricoter. Je le ferai, ai-je promis en souriant. En arrivant à la maison, je me sentais un peu nerveuse. Bien que je leur rende visite régulièrement, chaque visite était encore émotionnellement difficile pour moi. Trop de souvenirs, trop de blessures non dites. Léo a ouvert la porte en grand et a annoncé bruyamment « Maman, papa, devinez qui j'ai ramené avec moi ?» Evelyne est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. En me voyant, elle a souri. « Maman, je suis si contente que tu sois venue. Je suis en train de préparer le dîner. Tu as besoin d'aide ? Ai-je demandé par automatisme et je l'ai immédiatement regretté. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Non, non, je vais me débrouiller, a répondu rapidement Evelyne. Léo, va te changer et te laver les mains. Papa est dans le salon, maman. Gérald était assis dans un fauteuil, plongé dans son ordinateur portable. En me voyant, il s'est levé et m'a fait une accolade maladroite. Madeleine, c'est bon de te voir. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci, Gérald. Tu travailles dur ? Oui, les rapports de fin de trimestre, a-t-il haussé les épaules. Tu sais ce que c'est. La condescendance avait disparu de sa voix. Il me parlait d'égal à égal, non comme à une parente âgée dont on n'attend que des plaintes sur sa santé. Où est Chloé ? Ai-je demandé en regardant autour de moi. Dans sa chambre, comme d'habitude, a soupiré Gérald. La rébellion adolescente en plein essor. Je vais lui dire bonjour, ai-je dit en me dirigeant vers les escaliers. La porte de Chloé était fermée. J'ai frappé doucement. Quoi ? Est venue la voix mécontente. C'est mamie Madeleine, ai-je répondu. Je peux entrer. Silence, puis le bruit de pas, et la porte s'est légèrement ouverte. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un t-shirt avec un logo de groupe de rock et d'un jean déchiré. Ses cheveux étaient maintenant teints en bleu vif. Salut, a-t-elle dit en essayant de cacher sa surprise. Entre. Je suis entrée dans la pièce, qui était, comme d'habitude, dans un désordre créatif. Les murs étaient couverts de posters. Des livres et des cahiers étaient empilés sur la table, et plusieurs objets étaient éparpillés sur le lit. Comment va l'école ? Ai-je demandé en m'asseyant sur le bord du lit. Bien, a-t-elle haussé les épaules. Et toi ? Maman dit que tu travailles maintenant et que tu vis ta propre vie. Il y avait quelque chose comme du respect dans sa voix. Oui, je travaille comme consultante dans un centre médical. Et je fais du tai chi. Vraiment ? Elle a haussé les sourcils. Du tai chi ? Comme dans les films de kung-fu ? Pas exactement, ai-je souri. C'est plus pour la santé et l'équilibre que pour le combat. C'est quand même cool. Elle s'est laissée tomber sur une chaise au bureau. Pourquoi nous as-tu quittés ? La franchise de Chloé m'a toujours séduite. Parce que j'avais besoin d'espace pour moi. Un endroit où je pouvais être plus qu'une simple grand-mère, mais juste Madeleine. Elle a hoché la tête pensivement. Je comprends. Parfois, j'ai envie de m'enfuir aussi, de tout ça, a-t-elle dit en faisant un geste autour de la pièce, signifiant apparemment toute la maison, toute la famille. Un jour, tu le pourras, quand tu seras prête, ai-je dit. En attendant, souviens-toi simplement que faire partie d'une famille ne signifie pas renoncer à qui tu es. Elle m'a regardé avec un intérêt inattendu. Tu sais, mamie, tu as changé. En bien. Merci, Chloé, ai-je souri. Toi aussi. Le dîner était prêt à 19 heures. Nous nous sommes tous réunis autour de la table pour la première fois depuis longtemps comme une vraie famille. Evelyne avait fait des lasagnes, ma recette, mais avec quelques changements. J'ai ajouté plus de légumes et moins de fromage, a-t-elle expliqué. C'est plus sain pour Gérald. Ça a l'air délicieux, ai-je dit, et elle a rayonné. La conversation s'est déroulée facilement et naturellement pendant le dîner. Léo a parlé avec enthousiasme de sa sortie scolaire. Chloé a partagé des nouvelles du concours de musique où son groupe était arrivé deuxième, et Gérald a parlé d'un nouveau projet au travail. Evelyne écoutait attentivement tout le monde, me jetant de temps en temps un léger sourire. « Et toi, maman ?» a-t-elle demandé lorsque les autres ont fini leurs histoires. « Raconte-nous ta nouvelle vie. » Et je leur ai parlé de mon travail à la clinique, de mes cours de tai chi, des aînés rebelles, de Luna et de mes nouveaux amis.
Du club de lecture, des soirées jazz et de mon bénévolat auprès des enfants de familles à faible revenu. À ma surprise, tout le monde a écouté avec un intérêt sincère. Chloé a posé des questions sur le tai chi. Gérald a demandé des précisions sur la clinique. Et Léo voulait tout savoir sur les rebelles. Alors, tu es heureuse là-bas? A demandé Evelyne quand j'ai eu fini. Oui, ai-je répondu simplement. Je suis heureuse. Après le dîner, lorsque les enfants sont allés faire leur corvée et que Gérald est allé terminer son rapport, Evelyne et moi sommes restés seuls dans la cuisine. Elle faisait la vaisselle et je l'essuyais. Tu sais, maman, a-t-elle dit soudainement sans me regarder. Je ne me suis jamais vraiment excusée auprès de toi. J'ai attendu en silence qu'elle continue. Je t'ai considérée comme acquise. Toutes ces années, tu étais là, à aider avec les enfants, la maison, tout. Et je n'ai jamais pensé à ce que cela te coûtait. Je ne t'ai pas vue comme une personne avec ses propres désirs, besoins, rêves. Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Quand tu es parti, au début, j'étais en colère. Je me suis dit, comment as-tu pu nous faire ça? Mais ensuite, j'ai commencé à comprendre comment tu te sentais toutes ces années, invisible, non appréciée. J'ai tellement honte, maman. J'ai posé ma main sur son épaule. Evelyne, tu n'es pas la seule à faire des erreurs. J'aurais pu être ouverte sur mes sentiments au lieu de garder rancune pendant des années. J'aurais pu fixer des limites au lieu d'accepter silencieusement tout ce qui se passait. Mais tu es ma mère, a-t-elle objecté. J'aurais dû voir ce qui t'arrivait. Et moi, je suis une femme adulte capable de communiquer mes besoins, ai-je dit doucement. Ne cherchons pas de coupable. Ce qui est important, c'est que nous avons toutes les deux appris de cette situation. Elle a hoché la tête en essuyant ses larmes. Je suis contente que tu aies trouvé ta place, maman. Vraiment. Même si tu me manques. Tu nous manques à tous. Vous me manquez aussi, ai-je admis. Mais c'est mieux pour tout le monde. Je peux rendre visite quand nous le voulons toutes les deux, pas parce que je n'ai pas le choix. Tu peux être une fille, pas une tutrice. Nous pouvons être une famille, mais à des conditions différentes. À tes conditions, a-t-elle souri. À des conditions de respect mutuel, ai-je corrigé. Ça marche dans les deux sens, Evelyne. Elle m'a serré dans ses bras, et j'ai senti la tension des derniers mois fondre. Tout n'était pas résolu. Toutes les blessures n'étaient pas oubliées, mais nous avions fait un pas important vers une nouvelle relation plus saine. Quand j'étais prête à partir, toute la famille est sortie pour me dire au revoir. Tu viendras dimanche prochain, n'est-ce pas? A demandé Léo en me serrant fort dans ses bras. Je te le promets, ai-je dit. Et peut-être que tu me rendras visite un jour. Je pourrais te montrer comment fonctionne la clinique et te présenter aux rebelles. Ce serait génial, s'est-il exclamé. Maman, je peux? Bien sûr, a acquiescé Evelyne. Si ça ne dérange pas mamie. Je peux venir aussi un jour? A demandé Chloé de manière inattendue. Pour voir comment tu fais du tai chi. J'adorerais, ai-je souri, touché par son intérêt. Peut-être qu'on pourrait tous te rendre visite, a suggéré Gérald. Dîner en famille chez toi. On apportera la nourriture. C'est une excellente idée, ai-je convenu. Prévenez-moi simplement à l'avance pour que je puisse me préparer. Et nous présenter à tous tes nouveaux amis, a taquiné Evelyne. Peut-être eux aussi, ai-je souri. Le trajet de retour à pied m'a semblé plus court que d'habitude. Je marchais en pensant à ce qui s'était passé. Une rencontre fortuite avec Léo dans le parc avait conduit à une conversation si importante avec Evelyne, à une nouvelle compréhension entre nous. Peut-être que parfois, il faut disparaître physiquement de la vie de quelqu'un pour qu'il vous voie enfin pour qui vous êtes vraiment. Quand je suis rentrée chez moi, il faisait déjà nuit. La lumière était allumée dans la fenêtre de Luna. J'ai décidé de passer la voir pour lui raconter ma rencontre avec ma famille. Alors, comment ça s'est passé? A-t-elle demandé en me laissant entrer et en mettant la bouilloire en marche. Ont-ils essayé de te faire revenir? Non, ai-je secoué la tête. Étonnamment, tout s'est bien passé. Très bien, en fait. Je lui ai raconté ma rencontre avec Léo, ma visite chez Evelyne et ma conversation avec sa fille. Alors, elle s'est excusée après tout, a dit Luna pensivement en versant le thé. Sincèrement, je pense que oui, ai-je hoché la tête. Et plus important encore, j'ai l'impression qu'elle me voit vraiment maintenant. Pas comme sa mère, pas comme la grand-mère de ses enfants, mais comme une personne avec sa propre vie et ses propres intérêts. C'est un grand pas en avant,
a souri Luna. Peu de gens réussissent à reconstruire des relations avec leurs enfants adultes. Ce n'est pas encore parfait, ai-je admis. Mais nous sommes sur la bonne voie. Et tu ne regrettes pas d'être parti? Pas une seconde, ai-je dit fermement. C'était la meilleure décision de ma vie. Sinon, rien n'aurait changé. Je serais resté invisible dans leur maison, et ils n'auraient jamais appris à connaître la vraie moi. Nous sommes restés avec Luna tard dans la nuit, à parler de la famille, des enfants et de la complexité des relations intergénérationnelles. Quand je suis retourné à mon appartement, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. La boucle était bouclée. J'étais parti pour me trouver, et ce faisant, j'avais aidé Evelyne à trouver en moi non seulement une mère, mais une personne. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un nouveau message d'Evelyne. Merci pour aujourd'hui, maman. Léo n'arrête pas de parler de ton appartement et des aînés rebelles. Chloé est impressionnée aussi. Je crois que tu es devenu un exemple pour elle, que la vie ne s'arrête pas à 70 ans. Et pour moi aussi. Je t'aime. J'ai souri et j'ai répondu, je vous aime aussi. Tous. Bonne nuit. En m'endormant, j'ai pensé à l'étrange chemin qui m'avait mené à mon état d'équilibre actuel. Il a fallu que je disparaisse pour qu'on me remarque. Il a fallu que je parte pour revenir, mais à mes propres conditions, avec dignité et respect de moi-même. Finalement, à 72 ans, j'ai enfin appris la chose la plus importante, être moi-même, et cela valait la peine de se battre.